Quand je suis gamin, mon père nous emmène dans ces fameuses réunions du MNA, des messalistes. Au-dessus de la scène, il y a des grands portraits, Filali, Maroc, etc., qui sont des martyrs. Et c'est là que j'ai en fait mon premier choc quand je suis gamin, parce que j'apprends que ces personnes sont mortes, mais que ce ne sont pas les autorités coloniales qui les ont tuées, ce sont les gens du FLN. L'histoire de mon père, c'est un peu celle-là, il y a eu 2 morts dans son affaire. Et je pense que ces 2 morts-là, ce sont des gens qui nous ont hantés très longtemps et qui, d'une certaine façon, nous hantent encore. Une autre guerre s'est jouée pendant la guerre d'Algérie. Elle opposa les nationalistes algériens entre eux. Peu connue, elle s'est déroulée en Algérie, bien sûr, mais en France aussi. Aucun des grands pôles industriels du pays n'a été épargné, mais l'un des théâtres le plus violent fut sans conteste la région du Nord. Si cette vendetta est restée si mystérieuse, c'est qu'elle s'est jouée dans les milieux de l'immigration et qu'ils ont longtemps été tenus à l'écart des centres-villes. Pourtant, quelques traces du conflit sont encore tangibles. À Valenciennes, le carré musulman du cimetière Saint-Roch abrite une centaine de tombes datant de la fin des années 50, dont l'anonymat porte en germe les stigmates de cette guerre. Qu'est-ce qui a conduit les nationalistes algériens à s'éliminer entre eux, alors même qu'ils partageaient la même soif d'indépendance, le même désir légitime de combattre le colonialisme français? Pour remonter le fil de ce fratricide et décrypter les mécanismes qui ont transformé un désaccord politique en guerre civile, il faut rouvrir les archives administratives. Compte rendu d'enquête policière, dossier de cour d'assises, rapport d'autopsie, fiches anthropométriques. Des pièces essentielles à croiser avec la presse de l'époque. L'engrenage sanglant y est raconté. Mais que vaudraient ces bouts de papier sans les éclairages de celles et ceux qui l'ont faite, cette guerre? Alors nous nous sommes mis en quête de témoins. Dans le Douaisis, nous avons retrouvé 2 cadres importants du FLN. Un certain Salim, dont le prénom a été modifié, que nous avons filmé à contre-jour pour préserver son anonymat. Areski Haït Oazou, ancien responsable Europe du mouvement. Du côté de Maubeuge, 2 membres du MNA. Rabia Fenour, chef de section, et Aïssa Herzla, chef des groupes de choc de la Sambre, les commandos armés de Messali. Aux côtés de ces 4 hommes, une femme, Janina Messali Ben Kelfat, la fille de Messali Hadj, qui fut aussi sa secrétaire. La clé du conflit, c'est son père, le Zaïm, figure tutélaire du mouvement indépendantiste algérien. Marié à la militante ouvrière française Émilie Buscan, à qui l'on prête la création du drapeau algérien, Messali a exercé pendant 50 ans une puissante influence sur ses pairs. Mais il a fini par gêner, au point d'être renversé par une bande de jeunes loups, le futur FLN, prêt à tout pour tuer le père du nationalisme algérien, au sens propre comme au sens figuré. Messali, il s'est toujours opposé à toute action qui n'émane pas de sa personne. Parce que Messali, c'est l'exercice du pouvoir, du culte de la personnalité, du pouvoir personnel. Le FLN, c'est pas un parti, c'est un parti criminel, vraiment criminel. C'est pour ça qu'on a tué les gens. Autrement, ما حبيناش نقتلوا الناس حنا. L'histoire du mouvement indépendantiste algérien n'est pas née le 8 mai 1945. Mais c'est ce jour qu'un scepticisme a émergé sur la voie pacifique qui était la sienne depuis les années 30. Tandis qu'en France, on fête dans la liesse les héros de la libération, en Algérie aussi, on descend manifester dans les rues. Pour l'occasion, le Parti du peuple algérien, le PPA, mobilise ses militants pour défiler avec le drapeau national. La victoire contre les nazis et le fascisme, vous comprenez bien que les militants du PPA étaient dans la manifestation. Toujours avec des drapeaux et avec des banderoles revendiquant de libérer Messali Hadj. Messali Hadj est toujours en prison, alors à chaque manif, vous verrez libérer Messali. Ça a déplu. Et le jeune homme qui portait le drapeau algérien a été abattu. En représailles,
les indépendantistes algériens commettent de nombreuses exactions qui font 102 victimes parmi la population européenne. Les autorités coloniales font alors parler la loi du talion et déclenchent une épouvantable répression. C'est ce qu'on appelle les massacres de Sétif. Une très grande répression a été menée par l'armée française pour réduire, éradiquer, écraser ce qu'on a appelé l'insurrection du Constantinois. L'aviation française a parlé avec des bombardements qui ont fait, avec la conjonction d'autres types de répression, y compris par les colons eux-mêmes, plusieurs dizaines de milliers de morts. Tous les militants ont été arrêtés, tous les militants connus à l'époque, parce que tout ce monde-là était... Les services français avaient fait leur travail, quoi. Il y a eu des rafles monstres. Une véritable chape de plomb pèse désormais sur les indépendantistes algériens. Ceux qui ont échappé aux rafles rejoignent les maquis. Les autres se mêlent au flot des hommes qui, parce qu'ils manquent de tout et surtout d'avenir, prennent le chemin de l'exil. Depuis l'abandon du code de l'indigénat, leur circulation en France métropolitaine est facilitée. Depuis Marseille, ils rejoignent les grands centres industriels du pays, dont l'un des principaux est dans le nord. C'est là que la question de l'indépendance de l'Algérie les rattrape. Elle est toujours incarnée par Messali Hadj. Mais le PPA ayant été dissous, c'est désormais au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, qu'il la défend. À Libercourt, il y avait au moins une centaine de célibataires qui habitaient les Libercourt. C'était dans des baraquements. Ces travailleurs, ils étaient tous adhérents au parti de Messali parce qu'il n'y avait pas d'autres partis. On s'occupait des gens qui arrivaient d'Algérie. Quand ils arrivent, évidemment, ils n'ont rien, pas d'argent, pas de logement, donc on était là. Je suis allé donc là où il y a mes cousins. Ils habitaient dans un foyer de travailleurs. Il y avait au moins 300 mineurs. En arrivant, j'ai pu voir ce qui se passait à l'intérieur. J'ai trouvé d'ailleurs le journal Algérie Libre qui se vendait aussi ici. Il y avait des tracts. On sentait qu'il y a tout un bouillonnement. Les gens discutent. Qu'est-ce qui se passe? Messali, ceux qui sont contre Messali. Mon père, qui en 1951 arrive dans le bassin minier pour travailler, en 1952 rejoint le mouvement politique de l'époque, et donc le MTLD, le mouvement messaliste, qui très vite se prend d'une passion pour ça. En France, dans toutes les branches de l'industrie et des travaux publics, caoutchouc, sidérurgie, bâtiments, filature, 400 000 travailleurs venus d'Algérie apportent à l'économie nationale le précieux appoint d'une main-d'œuvre irremplaçable. Un bonjour, il y a un groupe d'Algériens, de 3 personnes, ils m'ont posé la question du parti de PPA. Le parti de PPA, le MENA, on appelle ça le MENA. En arabe, il dit Hizb al-Sha'b. Ils m'ont dit, est-ce qu'il faut connaître? J'ai dit non, je ne connais pas. Quand ils m'ont posé la question que le PPA c'est Messali, j'ai dit attends, j'ai dit ça, je le connais. J'ai dit mon père et mon oncle, ils ont voté pour lui. Ils m'ont demandé si je rentre avec eux. J'ai dit oui. Il y a des conditions. Il faut que tu vas jurer comme quoi tu reviens avec nous, c'est pas pour avoir une place ou avoir de l'argent. Et tu vas jurer, si tu seras arrêté par l'État français, il ne faut pas dénoncer tes copains. C'est comme ça que j'ai rentré dans le parti. Les militants algériens entament alors une double vie. Une vie publique et légale, faite de travail et de loisirs, où ils passent d'autant plus inaperçus que certains d'entre eux fréquentent des européennes. Et une vie plus clandestine d'activistes au service du MTLD, qui contrôle alors toute l'immigration algérienne en France et qui a besoin d'argent pour financer l'avenir, la révolution. On a le constat de ramasser de l'argent pour envoyer en Algérie, pour acheter des armes, pour fermer les soldats, les EURES. Nous, c'est ça qu'on fait. Nous, on ramasse de l'argent. La nuit, je vais distribuer les tracts, comme quoi l'Algérie doit se lever. Et je vends des photos à Messali. Il n'a pas de part, parce que là, il n'y a qu'un petit moustache comme Hitler.
Dans le bassin minier, les radars des RG fonctionnent déjà à plein régime. Bien aidés par des informateurs nichés dans les entreprises qui emploient et logent les Algériens, les hommes du renseignement français assistent, parfois médusés, à la montée en puissance du mouvement indépendantiste. On voyait des journaux paraître, mais ça ne nous inquiétait pas, parce que c'était peu diffusé, très localisé. Ça se limitait à 40 ou 50 militants. Ensuite, ça s'est beaucoup mieux organisé et les premières manifestations ont eu lieu vers 1953. Et là, tout le monde a été surpris de voir cette puissance d'une manifestation nord-africaine dans la rue. Cette montée en puissance du mouvement indépendantiste algérien s'exprime lors des manifestations populaires du 1er mai et du 14 juillet. Des dates symboliques de la pensée messaliste construite sur un double héritage, les acquis sociaux du mouvement ouvrier international et les acquis démocratiques nés de la Révolution française, dont le socle est le suffrage universel. Politiquement, s'attaquer au système colonial français, il ne suffit pas d'avoir des fusils rouillés. Il faut avoir un programme politique sérieux. Et le programme politique sérieux, c'est l'indépendance de l'Algérie au moyen d'une constituante souveraine élue au suffrage universel. Ça, c'est le pilier de ce programme. Mais la police française ne l'entend pas de cette oreille. À chaque manifestation, les forces de l'ordre interviennent et suppriment les banderoles des militants pour faire taire leurs revendications. Ce qui déclenche de violentes échauffourées. Les Algériens subissent une répression que n'ont pas à subir les militants communistes. Telle la grande manifestation du 14 juillet 1953, où ils s'étaient rendus particulièrement visibles. Et cette visibilité en queue de cortège les a conduits à être visés par des tirs policiers. C'est plusieurs dizaines de balles qui sont tirées, 7 morts, 6 Algériens et un militant de la CGT Métallo. L'union sacrée autour des morts du défilé du 14 juillet 1953 n'est que de façade. En réalité, le MTLD est traversé depuis les événements de Sétif, en mai 1945, par la question de la lutte armée. Dans le contexte international de décolonisation, Hossein Ait Ahmed, l'un des pères fondateurs de la branche armée clandestine du mouvement, regarde avec intérêt le parcours d'Ho Chi Minh, qui fait plier l'empire colonial français en Asie. À la tête d'une armée populaire, le leader communiste est sur le point d'obtenir l'indépendance partielle du Vietnam. En 1954, Hossein Ait Ahmed fait partie du groupe de dissidents, de 20 ans plus jeunes que le Zaïm, qui impose l'idée qu'il n'y aura pas d'indépendance sans recours à la lutte armée. Une stratégie qui isole Messali Hadj, qui persiste à miser sur l'action politique des masses. Il va y avoir un vote. Et Messali a vu que, évidemment, les événements de 1945 ont beaucoup agité les esprits, vous comprenez. L'activisme était naissant. Il fallait un peu calmer le jeu. Et pour le faire, Messali va s'abstenir dans le vote. Puis le débat va continuer. Il ira à la tribune et il expliquera. On ne peut pas s'amuser à créer une armée, même si petite soit-elle, sans qu'elle soit dirigée et qu'elle soit au service du mouvement politique. La question de la lutte armée n'est pas le seul débat qui fissure le MTLD. En Algérie, certains indépendantistes qu'on appelle les centralistes travaillent main dans la main avec certains colons, notamment Jacques Chevalier, le maire d'Alger. Début 1954, le point de non-retour est atteint entre les trois tendances divergentes du MTLD et il touche toutes les strates du mouvement, du sommet à la base. Il y a eu un problème entre les responsables messalistes, voire l'entourage de Messalé. Sur un plan politique, ils n'étaient pas tellement d'accord. Les centralistes ils se sont retirés, pas contre Messalé, mais on lui a expliqué qu'il était temps de prendre d'autres décisions. C'est dans ce contexte de crise que Messali Hadj et ses partisans organisent le congrès d'ORNU en Belgique, avec une large partie de la base militante comme socle politique. Les autres se regroupent dans Alger,
autour du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, le CRUA, l'antichambre du FLN. C'est là que la scission est consacrée entre messalistes et le futur FLN, ceux qui vont opter pour la lutte armée, qui ne souhaitent plus suivre la procédure des pourparlers, des négociations, qui sont pour le déclenchement de la guerre. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. Les attentats de la Toussaint Rouge surprennent tout le monde et surtout les services de renseignement qui pensaient que l'attaque aurait plutôt lieu en métropole. Mais c'est dans le nord-est de l'Algérie que le coup de semonce est parti. Et il est l'œuvre d'un nouveau mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale, le FLN. Ses 6 membres fondateurs sont tous d'anciens cadres du MTLD. Rababita, Mostefa Ben Boulaïd, Mourad Didouche, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem et Larbi Ben Midi. Tout le monde pense que c'est Messali qui a lancé ça. Eh bien, c'est pas Messali, c'est 3 gugus à Alger qui ont voulu jouer perso. Parce que tous les activistes réunis, les 22, n'étaient pas tous d'accord avec ça. Il a tout de suite rédigé une déclaration où il explique d'abord, parce qu'il est très pédagogique, Messali. Mais vous savez très bien que l'Algérie, c'est pas la France. Mais vous n'avez pas entendu nos appels. On a fait de la politique pour vous montrer qu'on était capable d'en faire. Et évidemment, il soutient l'action de ces gens-là. Il la comprend. Aussi inattendue soit-elle, la prise de position de Messali en faveur de l'insurrection armée déclenche le départ de nombreux militants du MTLD, qui rejoignent les maquis en Algérie pour se battre avec leurs frères d'armes. Pour éviter les contrôles policiers dans le sud de la France, ils passent par la Belgique et embarquent depuis les ports d'Anvers et Ostende. Très vite, dans les Aurès et le Constantinois, maquis messalistes et maquis frontistes fonctionnent en parallèle, mais sous un même nom, l'Armée de Libération Nationale, l'ALN. Pour la police, Messali Hadj est le coupable tout désigné. Elle le transfère de Niort, où il était en résidence surveillée, à Belle-Île. Dans la foulée, elle dissout le MTLD. Il renaît de ses cendres quelques semaines plus tard sous le nom du Mouvement national algérien, le MNA. Dans le bassin minier, ce nouveau parti fait passer ses ordres aux militants. Quand la guerre s'est déclenchée, on a reçu l'ordre de ne pas boire l'alcool. Interdit. Pas marcher avec les femmes. Interdit. Il ne faut pas jouer la carte. Interdit. Jusqu'à l'indépendance. La nuit, on surveille aussi qu'il y a un barrage de gendarmerie ou de la police pour passer les armes. Parce qu'il y en a qui s'occupent de ça, ils achètent les armes, ils les passent en Algérie. Il l'amène Valenciennes, de Valenciennes il l'amène à Lille, de Lille il l'amène à l'autre jusqu'à il les passe. Si vous voulez, c'est comme une chaîne, là il passe à l'autre. Ils ne vont pas te dire comment tu fais, tu te démerdes. Chez les adversaires de Messali, l'heure est aux interrogations. Qui a commis les attentats? Qui est le FLN? Quand éclate le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale, les immigrés n'en ont pas entendu parler, si ce n'est à travers la presse française. Ils se demandent qui sont ces gens qui se cachent derrière le FLN. Et puis pour eux, le déclenchement ne peut avoir été que décidé par le parti et pas par un groupe d'hommes isolés qui en plus crée une autre structure. Pendant les semaines qui suivent le 1er novembre 1954, bien évidemment il y a un soutien, mais aussi une forte croyance que les personnes qui sont derrière ce déclenchement, c'est des messalistes en fait. J'ai contacté même de la famille au bled et ils m'ont dit qu'effectivement le FLN s'organise réellement et que le parti de Messali pratiquement n'est poussé. Il y avait quelques-uns quand même, mais le plus gros c'était le FLN qui dirigeait. Ce qui nous a permis de prendre des décisions importantes qui regagner le parti du FLN. Le choc des attentats du 1er novembre 1954 conduit l'État français à repenser sa stratégie de défense territoriale. Parmi les nouveautés, la renaissance de polices spécialisées dans la surveillance de ce qu'on appelle alors, dans le jargon administratif, les Français musulmans d'Algérie.
On a affaire à une lutte qui est une lutte à la fois de services de renseignement, en particulier la DST en métropole, et aussi la création de services qu'on pourrait labelliser de services antiterroristes spécialisés sur les Nord-Africains. Des services ad hoc qui vont émerger à la préfecture de police de Paris, avec des mélanges qu'on va retrouver avec l'assistance pour faire des papiers. Cette lutte, elle est menée dans un mélange entre le renseignement et la police judiciaire, dans une période où il n'y a plus vraiment d'étanchéité entre ces services et où il n'y a plus vraiment de règles. On nous a désignés à 4 pour créer cette fameuse brigade avec un officier de police adjoint. Enfin, c'était quoi votre mission? On faisait que ça, surveillance des milieux nord-africains. Ah, c'est ça. On appelait ça la brigade nord-africaine. D'accord. On faisait que ça. Tout ce qui était renseignement sur la population, c'était mis en place dans toute la région. Si on avait des pouvoirs étendus, c'est-à-dire que le juge d'instruction, on avait toujours une commission rogatoire en blanc, qui nous permettait d'aller à Courcelles, Libercourt, le Forêt, et Malmaison. Ah oui. Malgré ces nouvelles formes de surveillance, les premières cellules du FLN se développent dans une double clandestinité. Clandestinité vis-à-vis de la police et clandestinité vis-à-vis des messalistes. En Italie, par étapes, c'est-à-dire la première étape, c'est la famille. La famille proche, dont on sait que, bon, de toute façon, il fera pas mal. Après, les amis proches, petit à petit, puis bon, ça s'est développé. Quand il y a quelqu'un qui ne veut pas adhérer au sein du FLN, je demande volontaire, bénévolement, d'aller le contacter, lui parler. Bien sûr, j'ai mis du temps pour le ramener à la raison, mais souvent, j'ai eu gain de cause. Mon responsable, il s'appelle Bill Kilmilout, il a retourné au FLN en 1956. Je lui ai dit, écoute, tu t'en vas pas, reste dans ton parti. Vous êtes mon responsable, mais tu restes là. Parce que si tu restes ici, tu retournes de l'autre côté, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit, je te connais. Moi, je ne peux pas demain t'envoyer un groupe qui va te massacrer pour rien du tout. J'ai dit, ou bien tu dis, change le pays, change le bled. Allez à Valenciennes, ou allez à Paris, ou allez ailleurs. Il n'a pas voulu. Il est parti, c'est moi qui ai pris sa place. Donc c'est moi qui suis responsable. Conférence africano-asiatique à Bandung, capitale de l'Indonésie. Aux côtés de l'Inde, représentée par le pandit Nehru, et de la Chine communiste avec M. Chou En-lai, 27 nations de l'islam et de l'Orient se réunissent pour la première fois. Si le FLN siphonne rapidement des militants au MNA, c'est grâce à son action diplomatique internationale. En avril 1955, grâce au dirigeant égyptien Nasser, le FLN fait inscrire la question de l'indépendance de l'Algérie à l'ordre du jour de la conférence de Bandung. Les Algériens n'ont jamais cru qu'ils allaient défaire militairement la France. Ils utilisent l'arme militaire et l'armée de libération nationale se construit comme la structure d'un futur État indépendant, avant tout pour montrer diplomatiquement qu'ils sont capables de s'organiser et pour mettre la France face à ces contradictions. Puisqu'à partir du moment où la lutte armée est engagée, la France va utiliser un répertoire répressif qui va pouvoir être dénoncé, en particulier à l'ONU. En novembre 1955, le représentant de l'Inde à l'ONU interpelle la France à propos du nombre de victimes engendrées par la répression militaire. Le ministre des Affaires étrangères est sous pression. Et vous me permettrez, monsieur l'honorable délégué de l'Inde, de relever certains chiffres que j'accuse d'être rigoureusement faux. Vous avez parlé de 40 000 morts en Algérie. Je pense qu'il y a dans votre esprit une confusion et que vous avez pensé aux innombrables morts de la frontière du Pakistan oriental. La France ne peut tolérer ni l'injure ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Les victoires diplomatiques du FLN exaspèrent l'État français, qui se venge. Le 22 octobre 1956, le SDEC entre en scène de manière spectaculaire en détournant le DC-3 de la compagnie marocaine Air Atlas. 5 dirigeants du FLN sont arrêtés, dont Ben Bella et Hosni Ahmed. Le FLN est décapité. En France aussi, les services secrets sont à la manœuvre. Fin 1956, un énième coup de filet dans les milieux nord-africains affaiblit le jeune mouvement.
55-56, le FLN a beaucoup souffert. D'abord pour se structurer, se mettre en place. Ensuite, quand il se met en place, il subit des arrestations massives. Et ça a continué comme ça jusqu'à 1957. Pour le FLN, ces arrestations sont d'autant plus intolérables que le mouvement est asphyxié par le début de la bataille d'Alger. C'est là que Aban Ramdam reprend en main le FLN de métropole. Rodé à la clandestinité, il fait appel à des hommes rompus à l'art de la dissimulation. Leur objectif, trouver des ressources pour financer la guerre contre la France. Il est assez excédé des arrestations qui se multiplient en fait des cadres. Puisqu'à partir du moment où le comité fédéral est arrêté, il faut tout refaire en fait. À un moment où aussi ça devient très difficile d'obtenir des armes, il prend conscience que le FLN a besoin d'un bol d'air et a besoin surtout d'un appui financier. Parce que jusqu'à présent, s'il n'y a pas d'autonomie, d'indépendance financière, le FLN va toujours dépendre des pays frères. C'est des hommes qui sont là pour maintenir une ligne, et une ligne plutôt dure. La question en fait de la politisation des activités politiques, elle vient en deuxième plan. Ce que le FLN a besoin, c'est d'avoir une source de financement régulière et importante. Le FLN de France, version Aban Ramdan, est en ordre de marche. Aucun Algérien de l'immigration ne doit lui échapper. En région parisienne, les messalistes sont rapidement convertis dans la violence. La conquête du Nord peut alors commencer. Il faut venir avec nous, si vous ne venez pas, ils nous tapent. Après, si on ne paye pas l'amende, ils renvoient un groupe de choc, on appelle ça un groupe de choc, 3-4 personnes, ils nous massacrent, ils nous tapent. Après, c'est lui qui a la tête dure, ou il est capable de se défendre, ou quelque chose comme ça, bon, c'est tout, mais c'est lui qui n'a pas. Il est obligé de payer sur les côtés. Les deux côtés, il paye là, pour sauver sa vie. Il fallait absolument arriver à contrôler toute l'immigration. Le problème, ce n'est pas un seul, on ne va pas trop s'en occuper de lui, mais vous ne pouvez pas le laisser. Parce que si vous laissez les autres, finiront par dire, mais pourquoi lui, il ne paye pas? C'est un Algérien comme moi. Moi, je paye ma cotisation et lui, il ne le paye pas. Donc, il arrive par moment d'utiliser des moyens que vous ne voulez pas utiliser pour le convaincre de... Qu'est-ce qui s'est passé après? Après 1956, ils ont donné l'ordre de nous tuer. Ou tu retournes avec eux, avec les FLN, ou tu ne retournes pas, ils te tuent. Nous, le militant, nous a demandé qu'ils nous donnent les armes. Mais ça, il n'a jamais voulu. Il a dit, moi, je ne peux pas faire un massacre entre les frères, entre le peuple algérien. Mais il y en a beaucoup qui ont été tués par les FLN, et c'est là, les responsables, ils ont demandé le parti, ou tu nous donnes les armes pour nous défendre nous autres, notre fille, ou on arrête. On stoppe. Et là, c'est là que le parti de PPA, il a donné l'ordre de prendre les armes, de se défendre. Cette montée en puissance de la violence marque le renforcement des groupes de choc messalistes. Les militants les plus aguerris à la lutte armée quittent leur région pour rejoindre le bassin minier, dernier bastion du MNA. Pourquoi vous êtes dans le groupe de choc? Et vous savez vous servir d'une arme? Oui. Un groupe de choc, c'est combien de militants? 4, 5, 6? Oh, plus, des centaines. Tout partout, je suis Domo, Maubeuge, Gémont, Solupois, ici à Aulnois. Il y a des groupes de choc. Il y a des politiciens. Celui politicien, il a dit, Monsieur tel, il va mourir à la telle heure, il doit qu'il meure. Le sang des Algériens coule. De Lille à Roubaix, en passant par Valenciennes et Maubeuge, des dizaines de militants indépendantistes tombent sous les coups de leurs frères. L'année 57 est terrible. Chaque camp renvoie la faute sur l'autre. C'est le MNA qui est à la cause des affrontements. À chaque fois qu'il y a une tentative d'organisation,
Le MNA était là pour casser, pour détruire, allant jusqu'à assassiner des militants actifs. Faut-il mourir dans la gloire ou faut-il se défendre? Telle est la question. Telle est la question. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils se défendaient, je suis certaine, et ils avaient reçu des ordres là-dessus. C'était l'extrême limite, quoi. Ça devrait être absolument qu'occasionnel. Vers 1957, la pression du FLN dans le Nord, et particulièrement autour du Douaisis, a commencé à se faire sentir. Alors là, les attentats devenaient fréquents. Et le MNA résistait, mais alors d'une façon farouche, à la pénétration. Ils étaient déterminés, ils ne voulaient absolument pas que le FLN s'implante dans notre secteur. L'histoire de mon père, au départ, la cible est messaliste. Il part en Algérie, il revient, il est FLN, il se met à militer et à recruter pour le FLN. Une opération de liquidation est lancée, il est raté. 2 autres personnes sont tuées, malheureusement, 2 jeunes gens. Les soupçons se portent sur mon père. Et il est arrêté dans la foulée. Et très rapidement, en fait, les policiers soupçonnent celui qui était la cible de chercher à liquider celui d'en face via une possible arrestation policière. Et dans son rapport, en fait, à la police, mon père m'a raconté qu'il avait été quasiment torturé. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il avait subi quelque chose qui ressemblait au supplice de la baignoire et que les policiers qui l'avaient interrogé lui avaient mis des coups de nerf de bœuf. Il faisait des gestes comme ça. Voilà, posément, il me tapait comme ça. Ses confidences s'en sont arrêtées là. Pour échapper à la police française dont les pouvoirs sont sans cesse renforcés, les groupes de choc des 2 mouvements se réfugient en Belgique. Les passages de frontières étant nombreux et peu contrôlés, le borinage devient leur base arrière. Ouais, je sortais réfugié. J'ai rentré en Belgique avec un moto. Il y a quelqu'un qui m'a attendu là-bas et j'ai resté chez lui pendant 3 mois. Après, on a été à Liège. On a resté aussi avec 3 mois là-bas. Après, on est rentré en Allemagne. Si la Belgique devient le repère du FLN et du MNA, c'est qu'elle présente de nombreux avantages. Le premier d'entre eux, c'est que Bruxelles n'extrade pas. On avait dit, pour activité politique, nous n'extraderons jamais. Et par la suite, on avait même admis que si l'acte délictueux avait été commis dans le cadre de la promotion d'une idée politique ou pour éviter une arrestation, on ne livrerait pas. Et c'est comme ça que nous n'avons jamais livré des FLN réfugiés en Belgique. Mais s'ils étaient entrés en fraude et des choses comme ça, ils avaient une peine de prison pour violation des lois, etc. Et à l'issue, on ne les livrait pas, ils devaient gagner la frontière de leur choix. Généralement, c'était le Luxembourg qui les renvoyait comme une balle de ping-pong sur l'Allemagne. Le second avantage, c'est que la Belgique est atlantiste. À ses yeux, la guerre que mène la France contre les indépendantistes algériens est une guerre du passé. L'avenir, c'est la CECA, le plan Schuman, Euratom et surtout l'OTAN, l'organisation politico-militaire mise en place par les Occidentaux pour se prémunir des tentatives expansionnistes de l'Union soviétique. Les dirigeants de l'OTAN sont choisis en fonction de leur capacité et non de l'importance économique ou militaire de leur pays. C'est ainsi que la Belgique, l'un des plus petits pays membres, a donné à l'OTAN son secrétaire général, Paul-Henri Spaak. La séance est ouverte. Spaak étant un atlantiste, il est très sensible au jugement des Américains. Les Américains, c'est quand même eux qui avaient fort encouragé Mohamed V à réclamer l'indépendance. Les Américains, leur trouille, c'est de voir les pays communistes, s'ils soutiennent des indépendantistes, avoir des pans entiers des rives de la Méditerranée qui deviendraient communisants. Donc, ils veulent leur indépendance, mais encadrons-la. Le troisième et dernier avantage, c'est le principe de la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux qu'expérimentent alors la Belgique, la Hollande et le Luxembourg au sein du Benelux.
Le Luxembourg va être important du point de vue des fonds financiers. Il y a de grandes banques qui vont servir de dépôt à ce qu'on a appelé le trésor de guerre du FLN. Il y a aussi des entreprises bancaires qui vont même travailler avec la puissante Société Générale belge en matière de transfert de fonds financiers qui assure le financement des armements. Et à partir de là, on a un axe qui se met en place au fur et à mesure de 55-56 jusqu'en 1962, un axe des routes, des réseaux de transfert de fonds. Derrière ces financeurs, il y a des diplomates, il y a des hommes d'affaires, parce que les militants algériens leur promettent qu'à l'indépendance, ils seront des clients favorisés. Et ce fut le cas d'ailleurs. Le cargo tchécoslovaque Lidice a été arraisonné par la marine française. Les opérations de contrôle ont révélé que le manifeste du bord ne correspondait pas à la cargaison réelle. Si certaines cargaisons sont interceptées par les services secrets français, la majeure partie des armes rejoint la nouvelle armée régulière algérienne mise sur pied par le FLN en remplacement des premiers maquisards. Pour continuer à fermer les yeux sur les trafics opérés sur son territoire, Bruxelles n'exige qu'une seule condition auprès du FLN, qu'ils n'exportent pas leur guerre fratricide en Belgique. Raté. Quand ça devient sanglant en France, vous avez quand même des circulaires du FLN qui disent « En cas d'attentat, si vous tuez quelqu'un, débarrassez-vous du cadavre à l'extérieur ». Ce qui fait que dans la région frontière, on trouve parfois dans les canaux, il y en a beaucoup, des cadavres manifestement nord-africains, non identifiables, non identifiés, et on ne sait pas très bien si c'est un MNA, un FLN, etc. En 1957, le FLN passe un accord avec le gouvernement belge par l'intermédiaire du trotskiste Ernest Mandel. Désormais, il n'y aura plus d'attentats en Belgique. La France, elle, ne veut pas perdre l'Algérie. Elle fait alors rapatrier d'Allemagne sa 7e brigade blindée, une de ses pièces maîtresses dans le dispositif militaire conjoint de l'OTAN. Sur le terrain, les accrochages entre l'armée française et l'ALN s'accentuent. Ils s'accentuent également entre maquis messalistes et maquis du FLN. C'est dans ce contexte que survient le massacre des villageois de Melouza, acquis aux idées de Messali Hadj. Les massacres perpétrés en Algérie à Melouza, Beni Ilman, Kasbah ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité l'horreur d'un geste sauvage que rien ne saurait justifier. Mais c'est évident qu'il y a eu un avant et un après, parce que là, cette violence à Melouza, elle n'a pas seulement concerné les militants. C'est pas des hommes qui ont été attaqués, c'est pas des cadres politiques, c'est pas des hommes armes à la main, ce sont des villageois. Cette politique de terre brûlée, en fait, et de faire peur aussi à ces hommes, ces femmes qui, coûte que coûte, restent en Algérie, du côté du MNA. De la même manière qu'en France, le FLN considérait que le MNA était illégitime et qu'il devait disparaître de la scène, purement et simplement, de la scène politique. Il pouvait rallier le FLN, mais il devait disparaître de la scène politique. De la même manière, le FLN en Algérie estimait que le MNA devait aussi disparaître. La terreur déclenchée à Melouza se poursuit en métropole. Pour éradiquer le messalisme, le FLN va s'attaquer aux cadres du mouvement. Ceux du parti, mais surtout ceux de l'USTA, le syndicat de Messali, qui renoue avec sa stratégie des années 30 et réussit à faire revenir de nombreux militants qui s'étaient détournés du combat nationaliste, ce qui inquiète le FLN. À l'automne 1957, celui-ci frappe un coup terrible en assassinant la direction de l'USTA. Ahmed Bekat, Mbarek Filali, Mohamed Semache et Saïd Melouli deviennent les martyrs du messalisme. À la mort de nos 7 responsables de l'USTA, dont Filali qui a accompagné Messali depuis l'étoile nord-africaine, ça a été terrible. C'était pour lui une fracture. Messali aurait pu lui aussi mourir. Dès l'origine du déclenchement de la révolution algérienne, la question de son élimination s'est posée. Mohamed Boudiaf et Aban Ramdan en auraient été 2 des principaux promoteurs.
Pour autant, tuer le père du nationalisme algérien, au sens propre du terme, n'a jamais rencontré d'assentiment clair au sein du FLN. La question même de Messali Hadj, elle fait débat dans le FLN jusqu'en 62. Que fait-on de Messali Hadj au sein du FLN? Il y a eu des tentatives d'assassinat. Et même au sein du FLN, ces tentatives d'assassinat n'ont pas eu l'unanimité de l'ensemble des cadres. Pourtant, le coup faillit réussir un jour de 1959 dans la forêt de Gouvieux, presque sous le regard des policiers chargés de le surveiller. Au cours d'une promenade, il entend des coups, une rafale de loin. Il se tourne vers ses gardes du corps et il leur dit « Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse ». Il n'a jamais pensé que c'était lui qui était visé. Et il continue à marcher, et là, sort du fourré 2-3 hommes et le visent. Il les regarde, il est ahuri, et pendant ce laps de temps, Joueli, qui était son garde du corps le plus proche, à côté de lui, s'est mis devant et a reçu la décharge de mitraillette, est tombé au sol. Je ne sais pas si vous voyez la réaction qu'a pu avoir mon père. Dans cette spirale de la violence à laquelle Messali Hadj a réchappé, il y eut pourtant de nombreuses tentatives de trêve. À intervalles réguliers, des responsables des deux mouvements ont ainsi tenté, en vain, de mettre fin au langage des armes. Il y a eu des tentatives de trêve. Mais ces tentatives de trêve n'ont pas été respectées. Filali a démobilisé les groupes de choc qui étaient en France. Parce qu'il a reçu l'ordre de Messali qu'on allait faire une trêve. Il y a eu des négociations à la prison de la Santé entre Mohamed Maroc, qui était un haut responsable du MNA, et Ben Bella, qui se trouvait en prison. Et Ben Bella était tout à fait favorable. Et il a demandé à Maroc quelques jours pour réfléchir, et il n'a pas trouvé d'adhésion derrière lui, ni de support. La violence a été telle, en fait, la rupture a été telle que malgré toute la bonne volonté d'individus, les appareils bloquent, en fait. Je pense que on est plutôt dans cet ordre-là. Les tentatives ont toujours été individuelles. Quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, je vous ai compris. Il lui faut une année pour envisager que l'Algérie n'est définitivement pas française. Et le FLN y est pour beaucoup, depuis qu'il a importé son combat en France à travers une série d'attentats spectaculaires perpétrés sur tout le territoire. Dès lors, de Gaulle infléchit sa politique algérienne en acceptant l'autodétermination. Un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Ce que de Gaulle ne dit pas, c'est qu'il souhaite éviter le face-à-face avec le FLN. À partir du moment où de Gaulle s'est prononcé pour l'autodétermination de l'Algérie, même ceux qui avaient été les défenseurs politiques de l'Algérie française se disent, bon, le général de Gaulle, il a dit autodétermination, ça veut dire qu'un jour l'Algérie va être indépendante, c'est-à-dire dans quelles conditions va-t-elle être indépendante? Et donc ils se mettent à réfléchir à comment faire en sorte que cette Algérie indépendante, elle ne soit pas gouvernée par ceux qui sont nos véritables ennemis, qui sont le FLN et l'Armée de Libération Nationale. C'est à Belle-Île, où il se trouvait en résidence surveillée depuis 5 ans. Pour atteindre cet objectif, l'appareil gaulliste utilise le conflit entre le FLN et le MNA en libérant Messali Hadj. En raison de sa connaissance profonde du peuple d'Algérie, Messali Hadj pourrait faciliter le règlement du problème algérien malgré l'opposition du FLN, qui voit en lui à la fois un concurrent et un ennemi. Dans la foulée, des milliers de prisonniers et d'internés administratifs messalistes sont opportunément relâchés. Ce qui permet au MNA de se restructurer, notamment dans son bastion du Nord où l'activité politique reprend, et avec elle, les règlements de compte. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur.
À partir du moment où le FLN et le MNA s'entretuaient, pour l'État, pour la police, à part regarder que ça se circonscrit bien dans les quartiers algériens et que ça en reste là, c'était plutôt, j'allais dire de manière très ironique, tant mieux, puisque du coup, ils s'entretuent entre eux. Mais à partir du moment où le FLN devient en fait une organisation susceptible de renverser la machine, là, de manière très classique, la police, les services secrets cherchent à infiltrer et cherchent à essayer de trouver une troisième voie. Et cette troisième voie, ils vont essayer de la trouver chez certains messalistes. En vue de la préparation des premiers rounds des négociations d'Évian, la France tente d'introduire un troisième partenaire pour diminuer la pression exercée par le FLN. Invité à la négociation, Messali refuse. Le MNA explose. Plusieurs cadres du mouvement, en désaccord avec sa position, dont Abderrahmane Bensid, fondent un nouveau parti, le Front algérien d'action démocratique, le FAD, soutenu par les services français. Pour faire imploser à nouveau le MNA, il va y avoir une cellule à l'Élysée qui est spécialisée là-dedans, qui va créer le FAD. Et nous, on nous a harponnés en disant « Venez nous rencontrer, on va organiser les négociations d'Évian ». Ce FAD-là, c'est un ersatz conciliant pour négocier. La direction avec Messali vit à Gouvieux, mais ces gens-là se réunissent à Paris. Et cette troisième voie, ils vont essayer de la trouver chez certains messalistes, peut-être en essayant de toucher aussi l'amertume, l'aigreur. Mais je crois que toute l'intelligence aussi de Messali, c'est d'avoir vu le coup venir et d'avoir refusé de jouer de cette troisième force, alors que tous les pièges étaient là. Et ce FAD va surtout se faire connaître par aussi des politiques d'assassinat. Puisque quand vous plongez dans les archives de police, vous observez qu'à partir de l'année 1961, il y a des Algériens qu'on retrouve au bord d'un chemin, au bord de la Seine, des cadavres. Mais on n'a plus affaire exactement aux mêmes cadavres que quelques mois ou quelques années auparavant. C'est-à-dire que ces cadavres, ils sont porteurs de petits messages. Traître au FLN, pour avoir trahi la révolution algérienne. Le FLN n'a jamais signé ces assassinats. Ce que les services secrets ont peut-être oublié, c'est que, encore une fois, ce sont des opposants du FLN, mais ce sont aussi des indépendantistes. Et que cette troisième voie, de toute façon, elle se joue de manière... elle se joue trop tard, en fait, finalement, pour peser. C'est le 4 juillet 1962 que l'Algérie se libère du joug colonial français. Les scènes de liesse saisies dans toutes les villes du pays disent à quel point cette indépendance était attendue par tout un peuple. Les dirigeants du FLN peuvent parader dans les rues d'Alger. Ils viennent de remporter leurs deux guerres, celle contre la France et celle contre Messali Hadj. Le grand perdant du double conflit, c'est lui. Comment le père du nationalisme algérien a-t-il vécu ce premier jour si spécial de l'indépendance? C'est un jour où nous sommes tous réunis. Tout ce qui reste de la direction du MNA est à Gouvieux et on vit ce jour-là. Et Messali va se lever très tôt. Il va me dire dès que tu es prête, va demander aux amis en bas, aux gardes du corps qui vivent avec nous dans cette maison, d'aller mettre les drapeaux sur le manoir de Toutevoix. Il m'a dit aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Dans cette arrivée de l'indépendance, nous sommes tous très fiers et nous devons le dire aujourd'hui et le clamer. Nous y sommes pour quelque chose. Dans le nord de la France, les militants du FLN célèbrent eux aussi ce premier jour de liberté. Mais ils le font en catimini, à l'abri du regard des anciens colons. Dans leur visage, le sentiment du devoir accompli, de la fierté et de la gravité aussi. Ont-ils alors conscience du lourd bilan de la guerre entre frères algériens qui a fait 10 000 victimes, dont 4 000 en France et près de 600 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais? Des chiffres qui n'ont hélas rien d'exceptionnel. Faire émerger un peuple, y compris dans ses contradictions politiques, est un acte de naissance qui ne se fait jamais sans douleur ni violence. Le front de la guerre d'indépendance algérienne, qui n'est pas simplement une guerre contre la colonisation, qui est aussi une lutte pour faire émerger un peuple uni
Et qu'elles soient traversées de lignes de fracture, qu'elles soient des lignes de fracture violentes, c'est pas propre à l'Algérie, ça n'a rien d'algérien. Toutes les luttes de libération nationale sont fracturées à l'intérieur de ce qui est présenté comme le camp des colonisés, parce que ces colonisés n'avaient pas tous les mêmes positions sociales, n'ont pas tous les mêmes points de vue politiques sur leur futur, et que pour combattre, il faut s'unir. Or, cette union, dans la situation coloniale, elle ne peut se faire que par la violence, parce que le colonisateur ne comprend que la violence, et à partir du moment où les mouvements se militarisent, forcément, on arrive à des affrontements. 60 ans plus tard, le langage des armes a beau avoir cessé, la réconciliation n'a pas eu lieu. Les frères ennemis d'hier restent enfermés dans les nuits noires de leurs crimes, où l'amertume et la rancœur persistent. C'est la faute de quelques-uns qui n'ont pas voulu comprendre, qui n'ont pas voulu écouter, parce qu'on ne pensait pas aller jusqu'à là. Sacrifier des vies humaines gratuitement. Si vous pensez qu'il y a une réconciliation quelconque avec les éléments durs du MNA, il n'y en a aucune. Mais disons qu'avec la fin de la guerre, avec l'indépendance, bon, ils sont rentrés dans l'ombre, on n'en parle plus d'eux. Nous sommes jetés par tout le monde. Nous sommes jetés par les Français, nous sommes jetés par les Félènes, par le peuple algérien. Le Félène en Algérie, je ne rentre pas. Et encore, je n'ai pas rentré en Algérie. Jusqu'à maintenant. Jamais. Jamais. Peut-être maintenant. Peut-être maintenant.